À la fin de l'épisode sur l'analyse de la Freebox Delta Server, je vous avais promis de faire un épisode bonus sur la Freebox Pop. D'une part pour marquer les 300 000 abonnés et d'autre part parce que c'est sans doute celle qu'on m'a réclamé le plus, toutes box confondues. Alors je parle d'un épisode bonus parce qu'il ne rentre pas tout à fait dans la même catégorie que les 4 précédents, étant donné qu'ils étaient consacrés aux box fibres haut de gamme de chez Orange, Free, SFR et Bouygues. La Freebox Pop est plutôt considérée comme une box milieu de gamme, mais depuis sa sortie en juillet 2020, elle a été considérablement distribuée chez les clients Free qui ont souscrit à un abonnement fibre. Pour rappel, c'est un épisode dans lequel je vais analyser l'intégralité de son hardware et de son électronique. Je ne vais pas du tout aborder le système Freebox OS, ni même les applications software qui sont installés dessus. Et cette analyse ne concerne pas non plus le player pop 4K qui tourne sous Android TV et qui est inclus dans l'offre. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute si vous avez déjà vu les précédents épisodes sur ces box fibres, je ne dispose pas ici de la fibre, ni chez Free, ni chez aucun autre opérateur. Donc les mesures électromagnétiques, thermiques et de consommation de courant que je vais faire sur cette box se feront sans pouvoir transférer ou recevoir de données. Dernier petit rappel aussi, contrairement aux 3 autres opérateurs, Free est le seul des 4 à concevoir ses propres box internet, donc celle-ci n'échappe pas à la règle. Alors déjà au niveau de sa masse, elle ne pèse que 435 grammes, donc c'est la plus légère des 5. Au niveau de ses dimensions, elle est plutôt petite puisqu'elle est contenue dans un cylindre de 16 cm de diamètre pour 37 mm de haut. On trouve ici son écran LCD et à côté les 4 boutons fléchés pour se déplacer dans les menus. Concernant la connectique, il y a techniquement ici le port RJ11 pour la DSL, mais il a été bouché parce que cette box est exclusivement utilisée en fibre. Voici d'ailleurs le module SFP qui s'insère dans le port fibre. Ensuite, on a 3 ports RJ45, un premier ici en 1 gigabit par seconde avec la mention Power, sachant que ça n'a rien à voir avec le Power over Ethernet. Un second en 1 gigabit ici, et un troisième en 2,5 gigabit ici, puis un autre port RJ11 ici pour un téléphone filaire. Ce port USB-C reçoit le boîtier d'alimentation et sur le côté on trouve un port USB 3. Petit détail, j'ai reçu cette box sans son boîtier d'alimentation d'origine, mais comme il n'a rien de spécifique, j'ai utilisé celui-ci qui fait très bien l'affaire puisqu'il est en mesure de fournir 3 A en 15 volts, sachant que la box requiert 2,4 A pour une tension de 15 volts. Premier petit test, je commence par mesurer la consommation électrique en temps réel durant toute la phase de démarrage. Sur le puissance mètre, il est indiqué la tension secteur en volts ici, le courant consommé en milliampères ici, la puissance consommée en watts ici et le facteur de puissance entre 0 et 1 ici. J'injecte le courant secteur. N'oublie pas que cette pop n'est pas connectée à la fibre, donc ces mesures ne sont représentatives que pour les moments où il n'y a pas de transfert de données. On va entendre le ventirad pendant 10 secondes. Voilà, donc dès la première étape, elle consomme 11 watts, puis redescend à 9 watts durant l'étape 4 qui est la recherche de connexion fibre. Je vais passer le reste de la séquence en accéléré puisque de toute façon la Freebox reste bloquée sur cette étape tant qu'il n'y a pas de réponse des HCP. Et comme il n'y en aura pas, donc la puissance consommée à ce stade se situe entre 8,5 et 9,5 watts, on peut néanmoins noter que le facteur de puissance est assez mauvais avec une valeur qui stagne autour de 0,53. Je poursuis avec une première mesure de son rayonnement électromagnétique et j'utilise pour ça cette sonde de champ proche connectée à un analyseur de spectre et je fais cette mesure dans la bande de fréquence 9 kHz à 200 MHz. Je vais un peu accélérer la séquence pour cette opération. La référence à 0 dBm, c'est-à-dire une puissance de 1 mW, est tout en haut sur l'axe vertical du graphe de l'analyseur de spectre. Alors l'idée ici est d'obtenir quelques mesures de la puissance du rayonnement électromagnétique produite par les composants électroniques pour voir si dans l'ensemble on est dans des valeurs raisonnables ou s'il y a des régions de cette box qui rayonnent de façon excessive. Et je garde volontairement la sonde au contact du boîtier, sachant qu'à 2 mètres, la puissance du rayonnement sera 4 fois moins élevée. Je n'ai rien relevé de surprenant pour le moment, voyons ce que ça donne par en dessous. Et ça semble tout aussi convenable. Et comme je le laissais sous-entendre, dès qu'on s'éloigne un peu, le rayonnement s'atténue rapidement et en plus on n'est pas vraiment dans des valeurs sensibles même au contact du boîtier. Bref, on va donc pouvoir l'ouvrir et commencer l'analyse hardware.
Donc son assemblage semble être constitué de plusieurs circuits imprimés imbriqués les uns dans les autres, avec au centre un gros dissipateur thermique et 4 antennes Wi-Fi sur la périphérie, qui sont ces petits rectangles rouges, et il me paraîtrait logique que ce dissipateur soit au contact du CPU. Donc à partir de maintenant, je vais désassembler tout ce qui peut l'être pour pouvoir ensuite analyser chaque partie séparément. En premier, je retire la platine qui contient l'écran LCD et les boutons. Ensuite, ceci est la platine d'alimentation. Et une fois que j'ai dévissé le dissipateur, je peux séparer les deux étages, ce qui nous permet de découvrir ce qui se cachait dessous. D'ailleurs, en plus du CPU, le dissipateur est aussi en contact avec la carte radio Wi-Fi. Ok, donc à ce stade, on a pu constater que le hardware de cette box se résume aux éléments suivants. La carte mère, le module Wi-Fi, le dissipateur thermique central, la platine d'alimentation en entrée, un ventirad et la platine pour l'écran LCD et les boutons. Par curiosité, j'ai voulu connaître la masse de toute cette électronique, 257 grammes. Et par comparaison, on a 150 grammes de plastique pour le boîtier. Il y a donc une tranche de pâte thermique en silicone collée sur les petits coffrets de blindage électromagnétique du module Wi-Fi, sachant que ce pad est bien entendu en contact avec le dissipateur. Et comme vous le voyez, j'ai un peu de mal à le décoller d'un seul tenant. Ce qui n'est pas le cas de celui posé sur le CPU, aussi en contact avec le dissipateur. Et au dos de la platine radio Wi-Fi, il y a aussi un autre petit bout de pad en silicone, mais celui-ci est plutôt là comme isolant électrique pour faire en sorte que cette platine ne frotte pas directement contre la carte mère sur laquelle elle est posée. Et puisque je suis sur la platine Wi-Fi, je vais en profiter pour retirer le couvercle des 3 coffrets de blindage sous laquelle se cache la circuiterie radio et qui est particulièrement sensible aux interférences de signaux électromagnétiques. Les 3 plus importants circuits intégrés ont aussi leur petit pad thermique. Celui du centre était resté collé au couvercle, c'est pour ça qu'il n'y était pas. Allez, on va pouvoir attaquer l'analyse de tous ces éléments et de ses principaux composants, et je commence par la platine de l'écran LCD, mais bon, honnêtement, je pense pas que je vais trouver grand chose à en dire étant donné que c'est un écran LCD tout ce qu'il y a de plus standard. Cette platine ne contient d'ailleurs qu'une poignée de composants. Et sans grande surprise, ce sont 4 boutons poussoirs pastilles métalliques qu'on trouve sous le gros bouton rond. Bon, tant que l'adhésif qui les maintient ne sèche pas, ça va, mais sinon ça peut avoir tendance à se décoller avec le temps et le contact ne se fait plus. Pour ce qui est de l'écran LCD, je vois qu'il est suffisamment bien défini pour afficher proprement du texte tout en ayant une consommation de courant très raisonnable. Pour le reste, une nappe flexible le relie à un connecteur en lien direct avec le CPU via quelques transistors discrets. Au sujet du ventirad, il est fabriqué par la firme chinoise Delta Electronics, assez réputée pour ses alimentations à découpage, et est conçu autour d'un moteur à courant continu brushless qui fonctionne à une tension de 5 volts et qui draine 180 mA de courant. On va maintenant jeter un œil à la platine qui fait office de module d'alimentation dans le système de cette box et qui est peuplée de composants sur ses deux faces. Une première observation au niveau du connecteur USB-C nous permet de constater que la paire différentielle qui transporte les données en USB 2 est directement passée au connecteur vers la carte mère. Et en fait, l'essentiel des composants de cette platine sert au USB Power Delivery, qui est un protocole de communication qui permet aux appareils de négocier et de demander des niveaux de puissance et des profils de tension spécifiques pour la charge et l'alimentation. C'est une sorte de processus de négociation qui garantit que les appareils reçoivent la quantité d'énergie appropriée dont ils ont besoin sans les surcharger ni les endommager. Alors en fait, dans ce processus de négociation, il y a plusieurs étapes qui s'enchaînent très vite. La première est que lorsqu'on branche l'adaptateur à la box, les deux échangent des informations sur leur capacité. Ils communiquent donc leur capacité d'alimentation à l'aide de plages de tension et de courant spécifiques. Par exemple, il y en a un qui peut indiquer qu'il est en mesure de gérer du 5 volts, 9 volts, 15 volts à différents niveaux de courant. Ensuite, il y a la négociation en tant que telle. Les deux appareils s'accordent sur une combinaison de tension et de courant spécifiques qui répondent aux exigences d'alimentation de la box, tout en restant dans les limites de l'adaptateur. Donc une fois que cette négociation a réussi, l'adaptateur commence à fournir de l'énergie à la box en utilisant les niveaux de tension et de courant
configuration qu'ils ont convenue entre eux. D'ailleurs, pendant son fonctionnement, la box peut demander plus ou moins de puissance à l'adaptateur et il devra s'ajuster en conséquence. Et chose intéressante à savoir, c'est que tout au long de son fonctionnement, la box et son adaptateur communiquent en continu. Du coup, si des changements se présentent dans les besoins ou dans les conditions d'alimentation, ils ajustent les paramètres en conséquence. Voilà, maintenant vous connaissez le principe du protocole USB Power Delivery, enfin dans les grandes lignes, parce que il y a bien entendu des tas de détails que je n'ai pas abordés ici, c'est pas non plus l'objectif de la vidéo. Parmi les circuits intégrés de cette platine, on trouve ici un protecteur de port USB-C contre les surtensions et les décharges électrostatiques. Par exemple, il permet de protéger la box face à un adaptateur USB-C qui ne respecte pas le USB Power Delivery et qui lui injecterait une tension plus forte que celle qu'il lui faut. Et cet autre circuit intégré est justement celui qui sera au centre de la négociation de tension et de courant avec l'adaptateur et qui délivre les 15 volts nécessaires à la carte mère par ce connecteur. Sur l'autre face, la circuiterie sert notamment à mesurer le courant consommé et à convertir les 15 volts en d'autres tensions pour les distribuer par ce même connecteur à la carte mère. Passons maintenant au module Wi-Fi qui est relié à la carte mère par du PCI Express. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a tout un bloc qui est dépourvu de composants montés en surface et qui est construit autour d'un circuit intégré de 32 broches ici manquant. Donc si on analyse le marquage autour de cette puce, on trouve par exemple ici des condensateurs labellisés HC. On a aussi ici un label HX qui est l'emplacement du quartz qui cadence la puce à une certaine fréquence. HU est le label pour ce boîtier à 6 broches, peut-être un MOSFET ou un régulateur de tension. On a encore plein de condensateurs ici. Et regardez par ici, on a clairement là une piste de sortie vers un connecteur d'antenne de type UMRF qui est labellisé J5, peut-être pour un protocole qui exploite une bande de 433 MHz. Si vous avez plus d'infos, dites-le en commentaire. Au-dessus de ce bloc vide, on trouve la circuiterie pour gérer le Bluetooth 5 Low Energy avec en vedette ce contrôleur Bluetooth 5 Realtek 8761 cadencé à 40 MHz. Son quartz pour le cadencer à cette fréquence est d'ailleurs juste ici. Bon, en termes de fonctionnalité, comme vous pouvez le lire sur cet extrait de son datasheet, il dispose de tout ce qu'il faut pour effectuer très correctement cette tâche, mais il ne gère qu'un seul appairage à la fois. Il est intéressant de constater que ce contrôleur ne dispose pas de sa propre antenne radio microstrip, il utilise une des 3 antennes 2,4 GHz. Vous voyez, on a ici un diplexeur qui est un filtre passif permettant de séparer ou combiner les signaux de différentes plages de fréquences, ce qui dans ce cas de figure permet de partager cette même antenne entre le Wi-Fi et le Bluetooth. Ceux d'entre vous qui ont vu l'épisode sur l'analyse de la Freebox Delta devraient reconnaître ce système on-chip QCA9984 de Qualcomm puisqu'il s'y trouve en 3 exemplaires et qu'il est la solution à la norme 802.11ac donc Wi-Fi 5 que Free a choisi pour ses 2 box internet. Il est MIMO 4x4 double bande, c'est-à-dire qu'il exploite la technique multiples entrées, multiples sorties en multi-utilisateur pour maintenir des connexions rapides sur des réseaux même très encombrés, et qu'il peut gérer jusqu'à 4 antennes en transmission et 4 antennes en réception. Il est aussi capable d'exploiter un canal à large bande de 160 MHz, qui permet l'usage d'une plus grande quantité de flux spatiaux pour améliorer le débit global, sachant qu'un canal peut prendre en charge plusieurs transmissions parallèles. D'ailleurs, les débits de données mesurés en pointe grimpent jusqu'à 1,733 gigabits par seconde en Wi-Fi 5. Cette minuscule puce de silicium au format WLCSP de quelques millimètres carrés sur 5 billes fait d'ailleurs partie de la gestion de son alimentation en courant continu. Ensuite, on est au niveau des 4 modules frontaux qui font un travail d'amplification avant la transmission, à faible bruit à la réception, de filtrage pour isoler une bande Wi-Fi, d'adaptation d'impédance entre l'émetteur-récepteur et l'antenne, etc. Eh bien, à ce moment-là, j'ai eu comme un instant de doute. Oui, parce qu'en fait, je découvre des frontins marqués 6534 et la seule référence connue non dépréciée auquel je fais le rapprochement, ce sont des Skyworks 65346. Mais ça ne concorde pas, d'une part parce qu'ils sont en 20 broches alors que ceux de la pop en ont 16, mais surtout parce que ces 65346 sont des frontins de 900 MHz et non pas 2,4 ou 5 GHz. Sauf que je n'ai trouvé aucune référence 6534 de module frontal en 16 broches. Il y a bien des RF6535 chez le fabricant RFMD, mais ils sont aussi en 20 broches et ne travaillent pas en 5 GHz. Donc je n'ai pas pu identifier précisément ces modules frontaux. Je suppute cependant que ce sont quand même des Skyworks, mais dont le datasheet n'est pas disponible publiquement. Ce minuscule bloc blanc de 2 mm² placé à l'intérieur du coffret est un ballon RF céramique qui permet d'effectuer une adaptation d'impédance et une transformation de signal pour qu'il soit plus efficace. Et en amont, on trouve un diplexeur ici, dont je vous ai expliqué son rôle il y a un instant. Il permet de partager une même antenne entre plusieurs bandes de fréquences. Et il y a en tout 3 diplexeurs et non pas 4, car il y a une des 4 antennes, la blanche, qui n'est pas partagée.
Dans le troisième coffret blindé de cette platine Wi-Fi, on trouve une puce Qualcomm Atheros. Atheros étant un fabricant dont Qualcomm a fait l'acquisition en 2011. Il s'agit d'un AR9382 qui prend en charge la norme 802.11n. C'est donc la puce qui gère le Wi-Fi 4 en double bande 2,4 et 5 GHz. Vous pouvez voir son quartz externe ici qui permet de le cadencer à sa fréquence de référence. Son débit de données maximum est de l'ordre de 300 mégabits par seconde. C'est vraiment une solution tout en un qui n'a pas besoin de grand chose de plus comme composant pour être effectif, en dehors des filtres et des composants passifs pour les antennes comme on le voit ici. Je vous disais tout à l'heure que cette platine Wi-Fi est connectée à la carte mère via un bus d'extension PCI Express, celui que l'on a à l'image, et bien entendu les deux systèmes on-chip Qualcomm implémentent ce standard PCI Express pour leurs échanges avec le CPU. Il suffit de suivre les pistes depuis le connecteur pour se rendre compte qu'elles se dirigent à la fois vers le AR9382 et vers le QCA 9984. Les 4 antennes microstrip sont plutôt très classiques dans leur design, ces trois-là sont pour la bande de fréquence 2,4 GHz et celle-ci pour le 5 GHz. La fine couche conductrice métallique qui forme à la fois une piste d'alimentation et un patch de rayonnement n'est présente que sur une seule des deux faces, ce qui est généralement le cas. On passe maintenant au clou du spectacle, c'est-à-dire l'analyse de la carte mère, et contrairement à la Freebox Delta, ça n'est pas un CPU Marvell mais plutôt Broadcom qui est au cœur du système. Il s'agit d'un BCM 63153, équivalent au 63158, un CPU multicœur cadencé à 1,5 GHz. C'est typiquement le genre de système on-chip dédié à la gestion intégrale d'un gateway GPON domestique, avec en natif le support du Wi-Fi tri-band, de multiples ports Ethernet gigabit, de l'XDSL, du PCI Express, de voix sur IP en multiligne, de la gestion directe de mémoire DDR3 ou encore d'un NAS via USB 3 et SATA, et tout ça de façon très sécurisée. Bref, c'est du très lourd et a priori, il tient toutes ses promesses. Et la mémoire DDR3 en question, la voici juste à ses côtés, deux boîtiers de SDRAM de 2 Gb chacun, soit 512 mégaoctets en tout, c'est du SSTL 1,5V en boîtier FPGA de 96 billes, l'année de première mise sur le marché est 2010 et c'est fabriqué par Samsung. Autre composant que l'on retrouve aussi dans la Freebox Delta, ce circuit intégré LE9641 en boîtier QFN qui assure l'interface FXS entre le téléphone filaire connecté au RJ11 et le CPU, et cette communication entre lui et le CPU se fait via le protocole SPI. Le fait de le retrouver aussi dans la Freebox Pop confirme le choix technique de Free pour cette fonctionnalité, mais c'est de toute façon une puce que l'on retrouve dans beaucoup d'appareils de ce domaine. Et non loin de là, on a ici toute une circuiterie pour de l'électronique de puissance, tout en composants montés en surface bien sûr, puisque c'est ce qui compose cette carte à 99%. Ce sont principalement des convertisseurs buck qui convertissent le 15V en des tensions plus faibles, notamment du 12V et du 5V que j'ai pu mesurer, et il y a beaucoup de condensateurs céramiques pour filtrer le courant et faire des petits réservoirs d'énergie. Et parmi tout ça, on trouve encore un autre composant également présent dans la Delta, je veux parler de ce contrôleur de capteur de température et de ventirad ADT7470, sauf que dans le cas de la Freebox Pop, il n'a qu'un seul ventilateur à gérer. Pour conclure l'analyse de cette première face de la carte mère, on trouve ici un dernier circuit intégré, un BCM6303, et comme toujours chez Broadcom, impossible d'avoir un datasheet public pour connaître ses caractéristiques. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est un driver de ligne CPE en XDSL, c'est-à-dire qu'il gère la modulation et la démodulation des signaux de données pour un type spécifique de technologie DSL. En gros, c'est grâce à lui qu'il est possible d'obtenir de l'internet haut débit sur des lignes téléphoniques standards. On bascule maintenant sur la seconde phase de cette carte mère sur laquelle il y a quand même pas mal de composants à voir et on commence par la région qui se situe derrière les ports RJ45, juste ici, et il y a une chose que je voudrais vérifier. Ceci est le RJ45 1 Gb mentionné Power et celui-là est aussi 1 Gb mais sans mention Power. Eh bien, je n'ai rien trouvé de particulier qui les différencie. Ils ont chacun leur transformateur base T pour l'isolation du signal et l'adaptation d'impédance, mais ils ont sensiblement les mêmes caractéristiques. Et il n'y a rien de particulier non plus de l'autre côté au niveau des pistes. Donc je pense que le CPU décidera d'envoyer du courant via ce RJ45 uniquement s'il en reçoit la demande spécifique via le câble réseau. Ensuite, à côté, derrière le RJ45 pour le 2,5 Gb par seconde, se trouve aussi un filtre base T LAN de 24 broches qui se trouve en amont d'un circuit intégré sur lequel est plaqué un petit dissipateur thermique. Et il ne fait aucun doute sur le fait que c'est le processeur qui est en charge de gérer des signaux en 2,5 Gb. Donc pour pouvoir l'identifier, je retire ce dissipateur qui est simplement collé, et il s'agit d'un transceiver Marvell Accurate de 3ème génération 5G base T et 2,5G base T. Donc techniquement, cette box est bien équipée pour du 5 Gb par seconde.
On n'a pas encore eu l'occasion de l'évoquer, voici de la mémoire flash NAND eMMC 5.1 également fabriquée par Samsung. C'est celle-là même qui contient le FreeOS et les données de sauvegarde. C'est un boîtier FPGA de 153 billes et sa capacité de stockage est de 4 Go. Voici le petit boîtier 61089B, suppresseur de surtension transitoire qu'on retrouve aussi dans la Freebox Delta et même dans la SFR Box 8. Il protège la puce LE9641 contre les pics de tension sur la ligne téléphonique. Je rappelle que c'est celle qui gère le téléphone filaire et qui se trouve de l'autre côté de la carte mère. Cette petite armada de condensateurs céramiques sont les condensateurs de découplage pour le CPU qui se trouvent pile de l'autre côté. Ils sont toujours placés le plus proche possible du CPU, d'une part pour minimiser l'impédance de la ligne et aussi pour assurer une réactivité plus rapide aux variations de courant auxquelles ces circuits intégrés complexes sont extrêmement sensibles. Et pour ce qui est du reste des composants, c'est encore de l'électronique de puissance. On y trouve les convertisseurs buck et boost, notamment pour l'écran LCD, mais aussi pour fournir des tensions spécifiques aux différents circuits intégrés de cette face. Et comme à mon habitude dans cette série de vidéos, je fais une seconde passe de mesure du rayonnement électromagnétique, mais cette fois sans aucun blindage, et on commence sur la face arrière de la carte mère. Donc là aussi la séquence est légèrement accélérée. J'ai choisi de faire un balayage des fréquences comprises entre 9 kHz et 200 MHz parce que c'est une plage assez significative du rayonnement électromagnétique des composants électroniques de ce genre d'appareil. Cette activité électromagnétique vous paraît peut-être importante, mais en fait, il n'en est rien. Gardez à l'esprit que si les courbes et mesures obtenues atteignaient le 0 dBm, on ne serait qu'à 1 mW de puissance. Or, on en est assez loin, d'autant plus que l'échelle sur l'écran de l'analyseur de spectre est logarithmique. Donc dans l'ensemble, les valeurs d'émission électromagnétique de cette Freebox sont très acceptables, même avec la sonde quasiment au contact des composants. Dernière petite opération, l'observation va se faire cette fois avec une caméra thermique. J'ai d'abord laissé tourner le système pendant environ 15 minutes, mais comme vous le savez, il n'y a aucun échange de données avec les serveurs de Free puisqu'elle n'est pas connectée à la fibre. Ce qu'on observe là, c'est la face arrière de la carte mère, et vous constaterez que les températures maximales relevées sont inférieures à 50 degrés. On va maintenant observer la face avant. Les deux composants qui se démarquent le plus sont les QCA 9984 qui est le chipset Wi-Fi 5 et bien entendu le CPU Broadcom. Mais avec des températures maximales toujours bien inférieures à 50 degrés. Alors bien entendu, dans un fonctionnement connecté à la fibre avec aussi du réseau 2,5G et le routeur Wi-Fi activé, on devra sans doute ajouter une bonne dizaine de degrés supplémentaires pour être réaliste. Et pour les plus féroces d'entre vous qui aimez les schémas de principe, je vous en ai préparé un très simplifié qui devrait quand même satisfaire votre curiosité. C'est donc de cette façon qu'est architecturée cette Freebox Pop. On est plus dans l'efficacité que dans l'innovation et c'est plus dans le choix des composants que se fait la différence, mais il faut garder à l'esprit que toute cette électronique est concentrée dans une petite boîte de 16 cm, donc en termes d'intégration, c'est quand même pas mal. Alors comme je l'ai laissé sous-entendre pendant l'analyse, avec cette Freebox Pop, on a un peu affaire à une Freebox Delta très allégée, mais finalement ça ne me surprend pas tant que ça. Oui, parce qu'elle représente la 8e génération et la Delta est la 7e. Donc les ingénieurs de Free se sont nécessairement servis de la R&D qui a été faite sur la Delta pour aboutir à cette pop. Ça se ressent un peu dans l'architecture et c'est plutôt une bonne chose. La conception et l'intégration hardware sont de bonne qualité et le choix des composants est plutôt judicieux pour s'assurer qu'elle tiendra la route en termes de performance pour une box qui n'est pas une premium. Et comme je l'ai aussi fait pour les précédentes box, j'ai essayé d'évaluer à quel tarif elle pourrait être vendue si Free la commercialisait. Et j'en ai conclu que son prix de vente TTC serait aux alentours de 140 €. J'avais lu quelque part que Xavier Niel avait annoncé la sortie d'une box de 9e génération d'ici la fin de l'année 2023. Ok, très bien, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'à un moment donné, on va tourner en rond. Voilà, j'en ai terminé avec cette série d'analyses de box internet. Je n'en ferai pas d'autres, donc pas la peine de me demander d'analyser telle ou telle autre box. La réponse sera systématiquement non, parce que j'ai beaucoup d'autres sujets à traiter. Il devrait y avoir une seconde vidéo à sortir ce mois-ci, si j'ai le temps de la finaliser, sinon ça sera tout début septembre, et elle sera évidemment sur un tout autre sujet. Sur ce, vous pouvez reprendre une activité normale, et on se retrouvera très prochainement. Ah oui, j'en profite pour annoncer que je viens d'arriver sur le réseau social Blue Sky, donc ceux qui souhaitent me suivre là-bas, vous avez le lien dans la description. À bientôt.